Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus. Merci à ceux qui ont été là la semaine dernière et les fidèles qui sont revenus encore. Voilà, ça avance petit à petit. Génial, merci beaucoup. Et les nouveaux surtout, bienvenue. Bienvenue chez WebOrpist. Donc, comme l'année dernière, peut-être pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, on a commencé les séries d'Afterwork. Et bon, on a fait un peu trop l'année dernière, on a fait 5 en un mois. Cette année, on a décidé de faire cool et que 2 événements. Ça, c'est le deuxième. La semaine dernière, voilà, on avait Antoine Lacroix qui a fait un témoignage sur l'intégration de l'IA dans son entreprise Maped. Et aujourd'hui, on a Clément Lolardo. Merci Clément d'être là. Merci, bonjour à tous. Qui est expert en transformation digitale. Et depuis maintenant 2 ans, il fait quasiment 100% la transformation vers l'IA pour les entreprises. Je vais te laisser te présenter juste après. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment l'IA, mais complètement différent de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plutôt un témoignage, un retour d'expérience. Et je dis l'année dernière? Non, la semaine dernière. Et cette semaine, on va parler plutôt... Ça, c'est mon métier de rêve. Quand Google ferme, je serai là-haut. C'est pour plein de raisons, mais surtout, en fait, ils ont un super dress code. Slip, du matin jusqu'au soir. On revient. Du coup, cette semaine, on va parler de l'IA, mais on va parler de la visibilité de vos sites Internet sur les outils IA génératifs. Le SEO, ça vous parle. Depuis plusieurs années, on parle de l'optimisation des sites e-commerce et sites vitrines dans le moteur de recherche. Maintenant, avec le changement de comportement des utilisateurs et des internautes, pardon, on change et du coup, les internautes commencent à chercher sur les outils IA. Le sujet tendance depuis plusieurs mois, c'est comment je peux rendre mon site plus visible dans les réponses de ChatGPT ou n'importe quel outil IA génératif. Clément, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Ok, très bien, je vais le faire rapidement. Moi, je m'appelle donc du coup Clément, j'accompagne mes clients dans leur plan de transformation digitale depuis quelques années maintenant. Je suis basé à Chambéry, je fais ça depuis 2012 en France. Et j'ai suivi un petit peu l'évolution du web social, l'explosion de tous ces outils numériques que vous utilisez quasiment tous les jours dans votre activité professionnelle et personnelle, j'imagine. Et mon objectif, c'est d'accompagner mes clients sur justement trouver les meilleurs outils pour gagner en efficacité, en performance dans leur quotidien professionnel. Bien entendu, l'IA a complètement intégré cette palette d'outils que j'amène à mes clients, qui sont principalement des PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis effectivement maintenant 2 ans et demi, beaucoup de sollicitations sur ce type de demande. Ce que je peux vous dire juste par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué que sur ces 2 dernières années, beaucoup d'entreprises étaient plutôt dans une phase d'acculturation, comprendre ce qu'est un token, comment fonctionne l'IA générative. Voilà, vraiment soulever le capot et avoir une bonne compréhension de cette nouvelle technologie. Maintenant, une grande majorité de mes clients sont plutôt dans une phase numéro 2, qui est une phase d'exploration. Cette phase d'exploration, elle est principalement liée à l'identification de cas d'usage sur lesquels l'IA pourrait amener justement des gains de productivité et donc du coup du gain de temps. Et puis, j'imagine que sur ces prochaines années, on sera sur une phase 3 de déploiement, parce qu'une fois que ces cas d'usage sont identifiés, traités et que ça fonctionne, le but du jeu, c'est de le déployer à l'ensemble des collaborateurs et de mettre en place des systèmes qui font que tout le monde peut l'utiliser facilement et que ce soit le plus simple et intuitif possible. Merci Clément. Juste avant de démarrer, Clément, il était là l'année dernière avec nous aussi. Cette année, on se connaît avec Clément depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2015, donc 10 ans. Je vais vous dire quelque chose. Dans notre métier, le partage de savoir-faire se fait pas vraiment. Il y a très peu de gens qui partagent réellement leurs techniques. J'imagine dans tout type de métier, mais je parle de mien, ça ne se fait pas. Et même si on a l'impression que je partage, je donne, en réalité, il y en a très peu de gens qui donnent réellement des bonnes pratiques. On a une personne parmi ces très peu de gens qui sont vraiment prêts à partager. Et je dis ça pas parce que devant toi, c'est
C'est vraiment ce que je remarque. Bah, c'est gentil, déjà, merci. C'est peut-être aussi un petit peu, alors toi, ça ne te touche pas directement, mais c'est peut-être culturel, très Frenchy, hein, très français, de ne pas vouloir justement. Le web social, en fait, a mis en avant le côté donner pour recevoir, donner de l'expertise, donner de l'information pour recevoir des contacts en direct de clients grâce au SEO, par exemple. Et ça, c'est pas très français de donner pour recevoir, hein. Nous, on a toujours un petit peu peur de dire si je donne ça, c'est ma recette secrète, donc mes concurrents vont me copier, etc. Moi, je ne suis pas trop dans cette dynamique-là. Je la comprends, mais j'essaie de la combattre aussi quasiment quotidiennement. C'est un peu le mindset de Silicon Valley. Mhm. C'est vraiment qui donne, on reçoit, c'est le partage et j'attends pas de retour derrière. Ça va tomber un jour, forcément, mais je l'attends pas. En bref, pour commencer, j'aimerais quand même juste revenir au fonctionnement. Pour remettre un petit peu au plat le niveau de compréhension du sujet de tout le monde, j'aimerais juste reprendre comment Google fonctionne. Parce que tout ça nous amène vers les résultats de recherche qui vont normalement remplacer la manière de rechercher dans Internet actuellement. Google, moi j'aime toujours donner l'exemple de la Bibliothèque nationale à Paris. Vous imaginez les 4 énormes bâtiments en forme de livre. À l'intérieur de chaque bâtiment, il y a plusieurs étages. Dans chaque étage, il y a plusieurs sections. Dans chaque section, il y a plusieurs rayons. Dans chaque rayon, il y a encore plusieurs étages. Et tout ça contient des livres. Google a une base de données qui est très similaire à l'organisation d'une librairie comme ça. Google envoie des robots en permanence. On les donne plusieurs noms, on va les appeler des robots. Les missions de ces robots, c'est d'aller scanner le web en permanence. Donc, ils vont aller chercher des nouvelles pages, ils vont les copier et les coller dans cette énorme base de données. Des nouvelles pages, des pages modifiées, ils vont prendre les modifications, et les pages supprimées, ils vont les supprimer de leur base de données. Donc ça, c'est la première étape du fonctionnement de Google, ce qu'on appelle l'exploration. Donc les robots vont explorer le web et vont trouver s'il y a des choses nouvelles qui ont été publiées. Deuxième étape, c'est l'indexation. C'est-à-dire, le robot a découvert la page. Deuxième étape, c'est comment va la ranger. Alors, pourquoi cette étape est cruciale et très très importante? Parce que simplement, Google, la rapidité de Google va être déterminée selon si les pages ont été bien rangées au bon endroit ou pas. Imaginez la bibliothèque. Vous allez à la bibliothèque chercher un livre en particulier. Vous imaginez, vous rentrez et commencez à chercher seul. Vous allez certainement trouver votre livre, mais ça va prendre un peu de temps. Alors, si vous allez demander à la personne qui a bien rangé ses livres, eh ben, il va tout de suite vous dire, allez là, et vous allez chercher dans une zone de 2 mètres par 2 mètres, et vous allez trouver beaucoup plus vite votre livre. Google fonctionne de la même manière. Il est rapide, vous avez remarqué, il vous donne beaucoup de résultats très très rapidement, et des résultats pertinents. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a parfaitement rangé, donc indexé, les pages dans la base de données. Troisième étape du fonctionnement, et c'est la dernière, c'est les classements. Ça se passe après la recherche, parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était avant la recherche. Le classement, ça se fait après la recherche. Il y a une centaine de critères. Google va les prendre en compte pour déterminer quel site va sortir à quelle position. Et c'est ce qu'on appelle le classement. Il va prendre en compte le contexte de la recherche, sur quel type d'appareil, qui est la personne qui cherche, à quel moment de la journée, quel mois de l'année. Voilà. Il y a une centaine de critères comme ça. Sur ChatGPT, quand on va lui poser une question, eh ben, ça ne fonctionne pas de la même manière. ChatGPT n'a pas ce côté indexation, classement, recherche dans une base de données de la même manière que Google. ChatGPT, c'est l'IA générative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, petite explication de l'IA. Et après, promis, je donne la parole à Clément. J'arrête de parler, mais c'est vraiment très important de passer par là, je suis désolé. Alors, à la base, l'IA, l'idée, c'est de créer une machine qui arrive à simuler le comportement d'un être humain. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On est passé par le machine learning. Le machine learning, tout simplement, c'est que la machine arrive à prédire, ça se dit? Prédire On comprend. le mot qui va arriver juste après, ou le symbole ou l'objet qui va arriver après une série d'objets. Donc si je dis chien, chat, chat, chien, chat, chat, chien, il va dire chat, chat. Donc
Pourquoi? Parce qu'il a une série d'éléments et il a appris, et donc il va prédire ce qui va arriver juste après. Ça, c'est le machine learning. On est passé quelques années plus tard sur le deep learning. Le deep learning, c'est plutôt prédire, mais comme nous, comme l'être humain. Donc nous, on fonctionne de la même manière, sauf qu'on est un peu plus complexe que ça. On prend en compte plusieurs couches d'informations. Donc chat rouge, chat vert, ça n'existe pas, chat rouge, bref, chat blanc, chat noir, chien blanc. Non, bah, bref, on ajoute des couches d'informations supplémentaires. Et donc, le deep learning, comme l'être humain, va analyser plusieurs couches pour prévoir ce qui va arriver juste derrière. Ensuite, c'est le LLM qui arrive, l'IA générative. C'est là, en fait, la dernière phase, ça date de quelques années. La différence, c'est comme le deep learning, avec une quantité énorme de données à apprendre. Donc là, c'est plus juste chat blanc avec 2-3 couches d'informations supplémentaires, assis ou allongé. Non, il faut imaginer le nombre de couches d'informations est juste immense, énorme. Et en fait, on donne toutes ces informations à la machine et on va l'entraîner. Donc la machine va s'entraîner sur ces informations, ces données, et va donc maintenant faire comme l'humain, prévoir ce qui va arriver derrière. Vous avez compris, quand je pose la question à ChatGPT, il a été entraîné sur cette énorme base de données, il ne va pas chercher dedans. Il va prévoir ce qui va arriver et donc il va donner une réponse selon cette fonctionnalité et selon ma question, ce qu'on appelle le prompt. On est bon? C'est parfait. J'ai pas dit de conneries. C'est parfait. Merci. On va directement attaquer avec les questions. Donc, comme chaque fois, vous voyez, c'est des ping-pong. À chaque fois, c'est des questions-réponses. C'est mieux que les présentations. Clément, une première question. Comment l'IA va sélectionner ses sources avant de donner des réponses? Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir déjà que c'est un petit peu le retour en force de Bing. On a beaucoup optimisé nos sites web pour Google, parce que Google était le moteur de recherche utilisé par 95% des internautes en France, en tout cas. Et puis là, on se rend compte en fait que quand je fais une recherche connectée au web sur ChatGPT, c'est pas Google qui va l'utiliser, c'est Bing, parce que potentiellement, ça appartient à Microsoft, donc il est assez corporate. Mais c'est pas le seul. Il y a de nombreux LLM, donc de nombreux chatbots, alors pas Gemini bien entendu, mais de nombreux outils d'intelligence artificielle générative qui vont utiliser Bing comme moteur de recherche, ou même voire comme navigateur. Donc déjà d'une, ça c'est la première chose, c'est que pour optimiser votre présence sur les chatbots, pensez aussi à l'optimisation de Bing, puisqu'elle est un petit peu différente de celle de Google, et il va falloir surtout analyser un petit peu ces stats-là. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pour être bien référencé dans une réponse de chatbot, et en fait, les standards du SEO sont quasiment identiques. Il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. Je vais vous le dire, hein, la première chose, c'est d'optimiser vos meta-titles, donc les titres de vos pages. C'est ce qu'on faisait déjà dans le SEO. La deuxième chose à faire pour être bien référencé dans un chatbot de type ChatGPT, ça va être d'optimiser vos métadescriptions. Bon, ça, c'est pas vraiment ce que vous faisiez jusqu'à présent, hein. Malheureusement, il y a très peu de métadescriptions qui sont optimisées. Sachez que pour les chatbots, c'est super important. Donc, vos métadescriptions deviennent très importantes. Et puis après, bien sûr, il y a des critères assez classiques comme la fraîcheur du contenu, parce que votre contenu date d'il y a 10 ans ou il date de quelques jours. Et puis bien sûr, également la crédibilité de votre domaine, ce qu'on appelle l'autorité de votre domaine. Ce sont aussi des critères qui sont pris en compte. Donc ces 4 critères-là, la métatitle, la métadescription, etc., l'autorité, mais également la fraîcheur de votre contenu, sont des critères pris en compte par les chatbots d'intelligence artificielle pour vous référencer dans leurs réponses, tout simplement. Après, ce qui est un petit peu différent, c'est que quand on se rend compte qu'on fait une recherche web sur ChatGPT versus sur Gemini, versus sur Claude, versus sur Mistral, versus sur Perplexity, donc ça c'est tous des outils d'IA génératif que vous pouvez utiliser, et on se rend compte qu'ils ne vont pas avoir le même type de site dans leurs réponses. Donc en fait, il va falloir maintenant optimiser vos contenus en fonction des chatbots en question et avoir une bonne connaissance de ça. À titre d'info, par exemple, ChatGPT va plutôt référencer des sites factuels dans ses réponses, comme par exemple des sources de type Wikipédia, etc. Google Gemini, lui, va plutôt privilégier les actualités, donc les blogs, les médias,
mais également des sites communautaires de type Reddit, par exemple. Perplexity, lui, il va plutôt aller chercher des contenus de type expert, donc des revues scientifiques, des informations où il y a une crédibilité de l'auteur, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que la recette secrète à l'heure actuelle, c'est quand même de se focaliser sur les 4 points que je vous ai dit, vraiment le titre, la métadescription, les snippets, mais également les premières lignes, le premier paragraphe de votre contenu. Il faut absolument que la réponse à la recherche de l'internaute soit indiquée en tout début de page, encore plus que via les optimisations SEO classiques. Ça, pareil, c'est pas très français. De mettre la réponse au tout début. Parce qu'on se dit, bah ouais, mais si je le mets au début, plus personne va lire le contenu en intégralité. Bah ouais, mais de toute façon, personne lit le contenu en intégralité, donc ça change strictement rien. Mettez les réponses, les informations les plus importantes au début. Et ça, en fait, c'est une technique de journalisme qui date des journaux papier. On appelle ça la pyramide inversée. On met les informations les plus importantes au début de son papier, et plus on descend, et plus on rentre dans le détail. Donc en gros, plus on descend, et plus on va intéresser les curieux, ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, etc. Mais les gens, vu qu'on est tous des gros feignants, etc., et qu'une grande majorité des internautes sont feignants, et ben, ils vont lire que le début de votre contenu. Et ben, les IA, c'est un peu la même chose. Elles vont scanner votre titre, la métadescription et le premier paragraphe, et si elles trouvent la réponse à la requête de l'utilisateur, vous avez de très grandes chances d'être cité comme justement une source fiable dans la réponse du LLM. En revanche, si elles ne trouvent pas les informations liées à la requête, bah, vous n'existerez pas, tout simplement. Chose qui est aussi en fait très intéressante, c'est qu'on se rend compte que les LLM ne vont pas forcément suivre le ranking des SERP. Alors là, le ranking des SERP, c'est quoi? C'est quand je fais une recherche sur Google, j'ai une page avec des listes de résultats et j'ai des résultats de 1 à 10. SERP, c'est la page de résultats de recherche Google. Exactement. Et donc, du coup, cette page de résultats, elle présente des liens du premier jusqu'à la fin, et normalement, c'est par degré de qualité, de pertinence. Plus il est haut dans la page, plus c'est pertinent, et plus il est bas, moins, aux yeux du robot en question, du moteur de recherche en question, c'est pertinent. Et ben en fait, les IA, elles vont regarder les résultats des SERP, notamment de Bing, par exemple, pour ChatGPT, mais elle ne va pas forcément se focaliser sur les premiers résultats. Elle va vraiment rechercher en profondeur des contenus qui correspondent aux termes et aux critères de l'internaute. Et enfin, dernier point sur cette question-là, c'est qu'il y a une dernière dimension qui est importante à prendre en compte, c'est est-ce que vos cibles et vos audiences, c'est du B2B ou du B2C. Et ça change aussi énormément de choses pour le référencement dans les chatbots. Par exemple, en B2C, les réponses des chatbots vont plutôt justement s'orienter sur des sites e-commerce, sur des médias, etc. Alors que pour le B2B, on est sur justement des sites d'autorité qui font des études qui sont qualitatives, avec des chiffres clés, avec des études de marché ou ce genre de choses, peu importe, en tout cas avec des contenus techniques assez poussés. Et dans ce cas-là, effectivement, le fait qu'on soit sur du B2B ou du B2C doit aussi impacter votre stratégie. Donc, Clément, tu as dit il faut optimiser son site pour chaque chatbot selon sa manière de donner sa réponse. Où est-ce qu'on trouve chaque chatbot, comment il donne sa réponse ou la manière de fonctionnement? Et il a dit quelque chose à date, c'est-à-dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui est garanti le mois ou l'année prochaine. D'accord. Tout à fait. Et ben, ma question, en fait, demain, si ça change, parce que là, tu nous as dit chacun comment ça fonctionne, mais demain, si ça change, où est-ce que je peux trouver cette information? Des informations sur comment les chatbots référencent les sites. Pour l'instant, les seules informations qu'on voit, c'est des chercheurs. C'est-à-dire, c'est des experts en référencement naturel qui font beaucoup de tests, vraiment de manière très quantitative, et qui ensuite vont analyser ces datas pour justement les interpréter et ressortir des guidelines, des tips, des grandes tendances qui sont liées à tout ça. Il n'y a pas réellement par exemple, de recommandations, comme ce que Google fait d'ailleurs pour votre optimisation SEO. Il vous donne beaucoup de recommandations et puis il y a des choses à suivre et des étapes à suivre qui peuvent vous aider. Pour l'instant, il y a ces grands chatbots-là n'ont pas encore justement communiqué là-dessus. C'est un petit peu une recette secrète qui est en tout cas décortiquée par des experts et qui justement nous permet de mieux comprendre leur fonctionnement. J'adore. Quelle que soit la question, il arrive à répondre vraiment d'une manière géniale parce que si tu m'avais donné une réponse, genre tu trouveras la réponse ici, j'aurais vraiment dit c'est faux. C'est faux. Alors, ma question, encore pénible, attention. Moi, mon expert, tu as dit les chercheurs, les experts. Moi, maintenant, mon expert préféré, c'est ChatGPT. Je pose la question à ChatGPT sur vraiment beaucoup de sujets. Est-ce que je peux poser la question à ChatGPT sur ChatGPT, genre comment tu fonctionnes et comment tu vas indexer les sites et comment je peux optimiser mon site chez toi dans les résultats? Est-ce qu'il me donnera une bonne réponse? Est-ce qu'il me donnera tous les critères qu'il faut ou pas? Bien sûr. Alors ça, c'est une pratique qui
qui est assez méconnu, je ne comprends pas d'ailleurs trop pourquoi. C'est qu'on demande à l'IA d'être un exécutant, donc on va lui poser une question et puis on attend à ce qu'il exécute notre demande, etc. Mais on oublie que l'IA peut être aussi un expert lui-même pour nous apprendre des choses, nous créer des tutoriels sur plein de choses. Et par exemple, pour les informations, quand on lance, et vous avez dû voir cette fonctionnalité qui a été lancée dernièrement sur les grands LLM, comme Gemini ou ChatGPT, les fonctionnalités de deep research, de recherche approfondie. Donc, la recherche approfondie, c'est quoi? C'est, je vais demander à ChatGPT de ne pas me répondre directement à ma requête pour faire une étude de marché sur un sujet, mais je vais lui demander de réfléchir, d'analyser plein de sources différentes, de compiler toutes ces informations et de me rendre un rapport documenté, structuré au top du top, de 30 pages sur le sujet. Donc ça marche bien. En plus, on peut voir le comportement du LLM. Mais par contre, on n'est pas sûr que les données qui sont dans l'étude de marché, elles soient vraies en fait. Est-ce qu'il a inventé des informations? Est-ce qu'il a inventé des chiffres clés? Les IA détestent le vide. Donc automatiquement, si elles ne connaissent pas l'info, elles vont la créer, elles vont l'inventer. Par contre, donc, du coup, comment on fait pour savoir ça? Si jamais l'info est crédible ou pas, demandez aux IA. Demandez-lui si, dans le rapport qu'elle a créé, il y a des informations qu'elle a inventées elle-même ou qu'elle a interprétées elle-même. Et si jamais c'est le cas, qu'elle les identifie, qu'elle vous les donne. L'IA le fera. Et si on lui demande pourquoi tu as inventé ça, elle trouvera toujours une bonne raison. Elle va vous dire parce que c'est un truc important. Sans cette donnée, tu ne peux pas avoir une vision globale de ton marché, par exemple. Donc, du coup, j'ai interprété ce qui se passait sur d'autres marchés pour te donner des clés pour mieux comprendre ton marché et puis, bien sûr, améliorer ton business model. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à demander aux IA de comment elles fonctionnent, de vous donner un petit peu, pourquoi pas même une to-do list d'actions à faire pour améliorer tout ça. Bien sûr que les IA peuvent être… c'est un peu… moi, je suis consultant formateur indépendant, c'est vrai que je ne me suis même pas présenté. ChatGPT, c'est un petit peu… me rendre obsolète moi-même, puisque c'est l'expertise qui est à portée de votre téléphone, de votre ordinateur. Bien sûr que ChatGPT, c'est le meilleur consultant formateur indépendant de la planète Terre. Aujourd'hui, il y a l'outil qui s'appelle Search Console qui nous permet de demander à Google d'aller indexer, découvrir et indexer une nouvelle page. Est-ce qu'il y a un outil équivalent pour demander à ChatGPT d'indexer une nouvelle page? Alors, pas encore, mais par contre, ça, vous pouvez le faire. Quand vous regardez les logs sur vos serveurs, vous allez pouvoir voir quels robots sont venus sur votre site. Moi, je vois, par exemple, au tout début de la sortie de ChatGPT, j'ai beaucoup de mes clients qui bloquaient le robot de ChatGPT parce qu'ils avaient l'impression de se faire voler leur contenu et que les contenus qui allaient être indexés par ChatGPT n'allaient plus leur appartenir et qu'on fournissait un géant du web et qu'on le faisait de manière avec les yeux fermés. Donc, du coup, de bloquer les robots de ChatGPT, déjà, c'est pas une bonne idée, hein, parce que automatiquement, si vous bloquez les robots de ChatGPT, qui s'appelle ChatGPT Bot, donc il porte bien son nom, automatiquement, il ne peut pas vous indexer dans ses réponses, en tout cas parler de vous dans ses réponses, puisque vous le bloquez. Même s'il peut trouver des infos sur vous à droite à gauche, il n'aura pas forcément des informations très qualitatives, et surtout, vous ne les maîtrisez pas, ces informations-là, si vous le bloquez. Donc déjà, ne jamais bloquer les robots des grandes IA, ça ne sert à rien. Et de toute façon, les contenus qu'il y a sur votre site, c'est des données publiques, donc bon, il n'y a pas grand-chose de confidentiel et de sécurisé à avoir par rapport à ça. Donc, il n'y a pas vraiment tout ça. Mais par contre, il y a des outils qui commencent à sortir. J'en avais noté un qui s'appelle Peripl, donc P-E-R-I-P-L, qui permet un petit peu de voir justement quels robots ont accès à vos sites, à vos contenus, comment ça se fait, est-ce que vous déballez un tapis rouge à ces fameux robots. Et ensuite, il y en a un autre que je vais chercher de suite parce qu'il est vraiment très, très important et vous devriez le tester dès ce soir. Il s'appelle Rank Scale AI, donc RANKSCALE.ai. Et là, en fait, vous mettez l'URL, le nom de domaine de votre site, et lui, il va vous dire comment vous êtes indexé dans les chatbots. Il va vous dire à chaque fois, justement, votre niveau d'indexation, et surtout, il va vous faire un peu comme un Yoast SEO, pour ceux qui font du référencement naturel sur WordPress notamment. Il va vous donner une sorte de feu tricolore pour vous dire, ce critère-là, il est en rouge, il faut que tu travailles ça sur ton site. Ce critère-là, il est vert, c'est sympa, donc tu peux continuer à l'améliorer, mais c'est déjà pas mal. Ce critère-là, il est orange, donc tu es moyennasse, mets un petit peu d'effort là-dessus et tu auras une meilleure indexation de tes contenus dans les chatbots. Et enfin, dernier point qui est important, c'est que les chatbots en SEO, là, il y a une double approche. C'est-à-dire qu'il y a les contenus frais, et il y a justement tout ce qui est les contenus flash, donc les contenus qu'on va créer bien rapidement et que les chatbots vont pouvoir justement trouver sur les SERP et venir répondre à l'utilisateur dans son interface. Et puis après, il y a le référencement profond. Donc là, c'est des contenus qui auraient été crawlés par ChatGPT, par exemple, en 2021, quand ils ont mis en place le machine learning pour créer des bases de connaissances et améliorer la connaissance de leurs chatbots. Et donc, du coup, il y a une double optimisation pour les contenus frais et pour les contenus profonds, plus anciens, qui permettent aussi, justement, de ressortir dans les réponses des chatbots. C'est quoi le plus important aujourd'hui, justement? Du contenu frais, donc alimenter mon site régulièrement avec du contenu frais, ou plutôt retravailler et optimiser du contenu qui sont déjà populaires sur mon site?
Alors, les deux sont importants. Par contre, on se rend compte, hein, encore une fois, quand on regarde les études des chercheurs sur ce sujet-là, on se rend compte en fait que les contenus de qualité mais fournis, en ce qu'on appelle les hubs de contenu, donc des gros contenus, pas un article de blog de 500 mots, mais un article de blog peut-être de 3000 mots, avec un comparateur, avec des gros guides d'utilisation, avec le fait de mentionner ses concurrents parce qu'on n'a pas peur de mentionner ses concurrents, etc., pour avoir des citations externes, ce genre de choses, des liens externes, le maillage interne, etc. Les gros contenus sont généralement privilégiés par les IA versus des contenus plus de type bref, des articles de blog de 500 mots par exemple. Donc il va falloir plutôt privilégier quand même des contenus costauds, mais avant, ce qui était compliqué pour créer ces contenus costauds, il fallait avoir des bonnes qualités rédactionnelles, il fallait avoir de la créativité. Et maintenant, vous avez un copain à disposition qui a des très bonnes qualités rédactionnelles et qui a une très grande créativité, qui sont Gemini, ChatGPT, etc. Il suffit de leur demander et eux peuvent vous fournir ce type de contenu. Attention, faites en sorte que vos contenus soient quand même liés à votre charte graphique, enfin, liés à votre charte éditoriale, pardon. Donc du coup, le but du jeu, c'est quand même de pas lui confier de A à Z votre stratégie éditoriale, mais c'est de l'entraîner sur des contenus que vous auriez rédigés vous-même pour qu'il écrive comme vous et qu'il ait la même tonalité de contenu que vous, parce que sinon, après, ça va créer en tout cas un petit hic dans votre stratégie de marque. Ça va, tout va bien. Alors, tu nous as parlé de méta, tags, de titres, description, des optimisations du contenu dans la page, mais c'est très basique. C'est la base. Du SEO, c'est la base. Ça fonctionne pour l'IA, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a certains types de contenus que l'IA aime manger plutôt que d'autres choses? Favoriser certains types de contenus, favoriser certaines balises, schémas, FAQ, je ne sais pas, est-ce qu'il y a certains types de contenus que je vais concentrer là-dessus plutôt pour l'IA que Google ou pas? Alors oui, clairement, il y a vraiment des contenus qui sont plus intéressants. Alors les schémas FAQ, c'est les Graal. Les Graal, je pourrais d'ailleurs expliquer un petit peu plus concrètement ce que c'est, parce que je pense que pas tout le monde le sait, mais c'est vraiment le Graal pour les IA. Voilà, question-réponse, c'est comme ça que fonctionne une IA. Donc automatiquement, si vous avez la même question que l'utilisateur et que vous fournissez une réponse de qualité, il va vraiment justement vous citer dans ses réponses. Tout ce qui est ce que je disais guide, mais guide complet, hein, de je sais pas, de 10 000 mots par exemple sur un sujet bien précis. Ça, ils aiment également beaucoup. Et voilà, c'est les deux principaux formats de contenu qui sont à privilégier pour optimiser son référencement. Moi, j'aimerais bien ajouter aussi un type de contenu qu'on a remarqué qu'il est hyper important et on a une réelle différence dans les résultats de l'IA générative quand on travaille là-dessus. C'est le contenu généré par les utilisateurs. En fait, ils ont fait des cas d'études sur plusieurs centaines de sites, voire plusieurs milliers. Et donc, sur la moitié des sites, ils ont fait des optimisations SEO classiques. Et l'autre moitié, ils ont travaillé sur d'autres types de contenu qui est généré par l'utilisateur. Alors, la différence, quel type de contenu généré par l'utilisateur, c'est quand vous ouvrez par exemple un article et des commentaires en bas. Là, les internautes vont laisser leur avis. Quand vous créez du contenu qui crée un petit peu des débats, où les gens vont commencer à rédiger vraiment du texte et publier sur votre site. La différence réelle entre les deux types de contenus, c'est que là, nous, on est forcément influencé par les techniques et les bonnes pratiques et on va très faire attention aux mots-clés. Alors, n'importe qui, les internautes, quand ils vont répondre à un commentaire ou ils vont laisser un avis, le texte, il est naturel, il est complètement naturel, il n'a rien à voir avec les mots-clés qu'on essaie d'optimiser à côté. Et là, on a remarqué une réelle différence. Les sites qui ont du contenu généré par les internautes sortent beaucoup plus et beaucoup mieux dans les résultats de l'IA générative. Donc, c'est vraiment une approche qui est assez tendance. Et beaucoup de grands sites commencent à créer ça. Alors attention, pas que sur le site, même sur les réseaux sociaux. D'où encore l'intérêt ou la différence de fonctionnement entre Google et l'IA. Google va regarder votre site vraiment, et l'autre, il prend tout le web. Sa capacité d'analyser des données est énorme. Donc il va prendre tout le web et il va voir en fait, est-ce qu'on parle beaucoup de ce site?
Tout à fait. Donc, du coup, si on doit résumer, c'est effectivement FAQ qui marche très bien, les guides d'experts, les comparatifs aussi fonctionnent très très bien, et automatiquement les contenus communautaires de type forum, en tout cas. Après, ça peut s'expliquer aussi parce que sur ces contenus du GC, notamment contenus créés par les clients pour une marque, ou par les internautes en tout cas, ils sont exprimés d'une façon naturelle, non optimisés par un référenceur ou un marketeur. Et donc, du coup, il y a un matching qui se fait des fois encore plus fort entre la requête de l'utilisateur et ce contenu-là, parce qu'ils emploient les mêmes mots, les mêmes expressions, etc. Et donc, du coup, automatiquement, donc c'est vrai que c'est très important également. Très bonne précision. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous aident à trouver les termes de recherche, les bons mots-clés. Les termes de recherche et les mots-clés, en gros, c'est des petites phrases utilisées régulièrement par des internautes. Et en fait, en regardant chaque terme de recherche, les volumes mensuels, ça nous donne une idée un peu sur quoi on va optimiser notre site pour Google. Est-ce qu'il y a la même chose pour l'IA générative? Est-ce que j'arrive à voir quel type de prompt les gens posent dans ChatGPT ou pas, pour que je puisse encore intégrer peut-être ce genre de termes dans le contenu? Alors, à ma connaissance, je ne connais pas de base de données de requêtes les plus tapées dans un LLM de type ChatGPT et Gemini. Ça pourrait être super intéressant d'ailleurs, même pour moi, c'est très, très intéressant de savoir quelles sont les demandes les plus réalisées par les utilisateurs. Donc non, mais par contre, si tu connais ce type de site, je veux bien la source parce que ça m'intéresserait. Non, ça n'existe pas encore. Mais c'était un piège encore, il fait que faire des pièges en fait. Mais je pense. Alors, j'avoue que les questions, il a reçu une version il y a quelques jours, mais je change. Ah, grave. Je pose mon téléphone du coup. Non, ça n'existe pas encore. Mais en tout cas, pas à ma connaissance. Mais ça va arriver. Je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Ça sera très par outil, ce ne sera pas générique. Mais après, on a quand même des études qui montrent le type de tâches qui sont réalisées par les professionnels, notamment sur les IA, donc on peut le voir. Ce que je veux préciser aussi, c'est que, alors déjà nous, on n'est pas en France, on est un petit peu protégé avec la RGPD. Voilà, après, c'est une question de point de vue là-dessus. C'est grâce ou à cause de l'IA qu'on est protégé, de la RGPD qu'on est protégé de tout ça. Donc il y a plein de fonctionnalités qui sont déjà partout sur la planète, aux US, dans d'autres pays, qu'on n'a pas encore en France, comme l'IA Overview de Google dans le moteur de recherche, le fait que ChatGPT peut nous répondre directement là-dedans. Et donc du coup, par contre, vu que c'est déjà accessible aux États-Unis, on a déjà accès à des stats qui sont intéressantes. Et par exemple, les grands médias américains ont tous perdu quasiment 10 points de trafic depuis que les chatbots répondent aux requêtes des utilisateurs en faisant une extraction du contenu et en faisant un résumé de l'information qui était peut-être contenue dans l'article. Et donc, du coup, en fait, quand on va optimiser du contenu pour les chatbots, pour les LLM, il va falloir optimiser du contenu sur du pré-clic. Il n'y aura plus de clics, il n'y aura plus de visiteurs sur votre site. Par contre, vous allez être cité directement par l'IA dans la réponse et peut-être pris en considération. Et peut-être qu'un jour, l'internaute reviendra vers vous, je ne sais pas moi, 2 semaines après, parce que il vous a vu dans une réponse de ChatGPT, il s'est dit tiens, lui, cet acteur, il est intéressant, je vais aller voir maintenant enfin directement son site. Et donc, du coup, si vous continuez à prendre le dernier clic comme la source de conversion, ça ne marchera pas non plus, comme ce qui se passe avec les réseaux sociaux, etc. Puisque ChatGPT peut jouer sur votre notoriété, vous faire connaître et puis déclencher un achat quelques semaines, quelques jours, quelques mois plus tard. Et donc, du coup, sans pouvoir le traquer, sans pouvoir justement faire tout cet outil de tracking. Donc ça, c'est le point important. Et donc, du coup, mes grands médias ont perdu de l'argent, ont perdu des visiteurs assez massivement, 10 points, 10, 15, 20 points, à cause de ça ou grâce à ça. Et donc, du coup, il y a tout ce business model d'Internet qui est aussi à revoir. Voilà, il y a beaucoup de médias qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux publicités qui sont affichées sur leur site. Si plus personne va sur leur site parce qu'ils ont accès à l'information directement dans le chatbot, quel va être le business model de ces médias? Ça, c'est une grande question aussi. J'aimerais revenir sur le point des termes de recherche et des mots-clés. Effectivement, il n'y a pas d'outil qui donne des mots exacts avec leur volume de recherche dans l'IA générative. En revanche, il y a beaucoup d'études qui montrent que les questions sont posées autrement. On utilise beaucoup plus la langue parlée, plus que écrit. Et c'est comme il y a 5 ou 7 ans, quand on a commencé à faire l'optimisation SEO pour le voice search. Donc, c'est quand les gens ont commencé d'avoir Alexa ou Google Home chez eux et commencent à leur poser directement la question ou Siri directement sur l'iPhone. Et vu qu'on parle, on n'utilise pas forcément les mêmes mots quand on tape dans Google. De plus, Google auto-complète pour nous souvent. Donc, voilà.
Et l'IA, c'est pareil. La recherche, souvent, c'est via des termes, des mots parlés, des phrases vraiment. Ça fait penser un petit peu à l'optimisation pour des requêtes de longue traîne. Vous avez dû faire ça, hein, les mots-clés génériques qui sont liés à vos produits, votre marché, votre entreprise, donc les mots-clés qui sont importants. Vous positionnez vos pages produits ou là-dessus, généralement là-dessus. Puis après, il y a les requêtes de longue traîne qui correspondent plus aux problématiques de vos prospects ou de vos clients en avant-vente, tous les problèmes que pourraient avoir vos prospects. Bah, quand ils posent des questions dans Google, le but du jeu, c'est de créer des articles de blog sur ces questions et leur apporter bien sûr les solutions. Et donc vendre après votre. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, les utilisateurs des LLM sont plus sur des utilisateurs de type requête de longue traîne que mettre un ou deux mots-clés génériques qui posent des questions à l'IA. Ça, c'est certain. Clément, à ton avis, comment tu vois l'évolution de la recherche sur Internet avec l'IA? Est-ce que l'IA va monopoliser la recherche sur Internet? Est-ce que le SEO est mort? Alors déjà, c'est déjà loin d'être le cas. Déjà, le SEO n'est pas mort, parce qu'on vient de se rendre compte que pour être bien référencé dans un chatbot, c'est quasiment les mêmes consignes que pour le SEO classique, avec 2-3 nuances, mais c'est pas révolutionnaire, c'est juste une complémentarité, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose, il n'y a pas de révolutionnaire, le SEO n'est pas mort. Est-ce que ça va, pour l'instant, moi, chez mes clients, par exemple, qui ont des sites e-commerce, en tout cas, le trafic qui provient de ChatGPT, c'est principalement ChatGPT et Gemini pour l'instant. C'est les deux qui sortent. Même Perplexity, il est ridicule. Perplexity, c'est connu par des experts ou 2-3 personnes, mais c'est pas populaire comme ChatGPT ou Gemini. Ça représente moins de 3% du trafic. Donc, comme les réseaux sociaux, en fait. En gros, le trafic. Mais parce que du coup, c'est 3% du trafic des gens qui auraient cliqué sur le lien d'une réponse. Parce que si jamais là, j'ai la réponse dans la question directement dans le chatbot, j'ai pas besoin de cliquer, je passe à autre chose. Donc, en tout cas, ça représente très peu de trafic vers les sites e-commerce actuels. Ça risque de grimper. Il y a encore un an derrière, c'était 0,5%. Là, on est à 3%. Donc, ça augmente. L'année prochaine, il y en aura plus. C'est certain. Donc, le trafic qui vient des LLM, pour l'instant, était assez faible sur une grande majorité des sites. Ce qui va changer la donne, je pense, sur cette année 2025-2026, c'est plutôt l'usage des agents d'IA. Là, pour l'instant, on utilise tous des chatbots d'intelligence artificielle, donc questions, réponses, c'est sympa, JTR, etc. D'ailleurs, petite précision, la qualité de la réponse d'un chatbot dépend énormément de l'instruction de départ, ce qu'on appelle le prompt, l'instruction de départ. C'est assez complexe d'écrire un bon prompt, parce qu'il faut avoir, lui donner un rôle, un contexte, un objectif, une tâche, des contraintes, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident d'avoir ces compétences-là. Il y a une technique qui est ultra fiable et qui revient un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est demander à ChatGPT d'écrire le prompt pour vous, ce qu'on appelle le reverse prompting. Vous lui dites, voilà, moi je voudrais faire cette tâche avec toi, écris un prompt optimisé pour qu'on puisse le faire ensemble. Là, l'IA va vous créer un prompt au top du top, avec le contexte, les bases de connaissances, le rôle, l'objectif, les contraintes, etc. Il va même vous dire à la fin, bah, ça c'est un prompt au top du top, est-ce que tu veux que je l'exécute pour toi et qu'on le fasse ensemble? Et c'est parti, je te file les documents et on travaille ensemble. Donc la première chose à faire quand on utilise l'IA, c'est le reverse prompting pour avoir des instructions qui soient bien détaillées, bien calibrées, écrites par une IA pour une IA, donc en termes de compréhension, c'est au top du top. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi je parle de ça, je sais qu'il y avait une fin à la fin de tout ça, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Je sais plus. Je suis parti sur le reverse prompting, mais je sais plus. En plus, tu m'as bloqué sur un truc, il te propose des choses tellement sympas, mais vraiment, il est tellement intelligent. J'adore, je kiffe. Et des fois, à la fin de la conversation, une fois à la fin de la conversation, je dis allez, ciao, bisous. Ah non, c'était ça, c'est bon. Tu vois, regarde, bien joué, bien joué. Voilà. C'était ça aussi. C'est qu'il y avait une étude qui était très intéressante, qui montrait que est-ce que d'être poli avec ChatGPT, ça augmentait la qualité des réponses. Ça, c'était rigolo. Il y a des petits trucs comme ça qui tournaient en disant, bah, si vous êtes dans le vous cordialement avec une IA, bah, en fait, on se rend compte surtout que l'IA va chercher dans ses bases de connaissances. Et donc, du coup, si je suis cordial avec l'IA, elle va sans doute aller chercher dans ses bases de connaissances de contenus qui sont écrits de la même manière. Si jamais je suis familier avec l'IA et que je l'insulte, etc., elle va sans doute chercher dans ses bases de connaissances des contenus qui sont identiques. Et donc, on sait qu'un contenu qui est écrit de manière familière, généralement, en tout cas, il est un petit peu moins qualitatif qu'un contenu dans le jeu cordial. Donc, en fait, ça venait de là. Quand on est poli avec l'IA, c'est qu'elle va chercher dans ses bases de connaissances des contenus plus qualitatifs. Et donc, du coup, c'est pour ça que la qualité des réponses est un petit peu plus au rendez-vous. Et rappelez-vous, tout ce qu'on a dit au départ, l'IA, le but de l'IA, c'est de se rapprocher un maximum de l'humain. Donc, c'est de la même manière. Tu parles bien à quelqu'un, il va forcément répondre d'une bonne manière. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, pour finaliser un petit peu sur cette question sur les agents d'intelligence artificielle, ce qui va sortir là sur ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, voire en 2026, c'est que pour l'instant, on utilise des chatbots en mode question-réponse, etc. Bientôt, on aura un agent d'intelligence artificielle qui sera capable de réaliser plusieurs tâches et plusieurs actions pour nous sur des outils numériques. Donc, en gros, on pourra lui dire, bah, tiens, je veux dans un premier temps faire une recherche
sur ce mot-clé-là pour trouver des informations. Et puis après, je voudrais que tu ailles voir, que tu sélectionnes un site e-commerce où il y a le meilleur rapport qualité-prix, où il y a les meilleurs retours d'avis clients, avis consommateurs, etc. Je veux que tu ailles sur le site et que tu mettes le produit dans le panier, que voilà mes coordonnées de carte bleue, que tu payes pour moi et que tu me diras juste à la fin pour me dire quand est-ce que je vais le recevoir. Et ça, c'est pas du tout l'avenir lointain, hein, ça existe déjà. Il y a des outils comme ManusIM, comme Felou, comme RunnerH qui le font déjà, où en fait ils prennent possession de notre poste de travail et ils vont faire des actions sur tous nos outils numériques si on leur en donne l'accès via un MCP. Donc ça, c'est un peu technique, si on leur donne l'accès. Et donc, par exemple, pour les commerciaux, on peut faire très bien des recherches sur le web pour trouver des prospects idéaux. Voilà, mon prospect idéal identifie les entreprises, chope leur adresse mail, etc., etc. Et ensuite, va enrichir mon CRM de ces données-là pour que je puisse le mettre en place dans mon plan de prospection commerciale. La charge patronale très élevée. Non, là, justement, elle est un peu moins élevée. Et donc, du coup, tu sais ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si on voulait manger tous ce soir au resto, je pourrais très bien dire à un agent d'intelligence artificielle ou même à ChatGPT, liste-moi le meilleur resto pour qu'on mange à une trentaine des super pizzas sur Annecy. Donc, il va le faire, il n'y a aucun souci. Potentiellement, il va aller sur le site en question, il va déjà rechercher sur TripAdvisor le meilleur resto, il va aller trouver le meilleur resto pour moi, il va aller sur le site, il va même pourquoi pas appeler ou réserver une table pour moi via un formulaire. Donc, ça, il le fait tout seul. Et donc, du coup, pour l'instant, le site du restaurant, lui, il est visible parce qu'il est bien référencé. Mais peut-être qu'un jour, en fait, ce site, il n'existera plus. Il y aura aussi un agent d'intelligence artificielle qui va représenter ce site dans le web et qui va juste communiquer avec mon agent et moi. Ils vont communiquer tous les deux, ils vont dire « Ah, tu veux des pizzas? Ça tombe bien, etc. Mon pote, j'ai les meilleures pizzas, vous êtes 30, impeccable, je te réserve une place, etc. » Ils vont communiquer entre eux et ensuite, l'utilisateur sera informé comme quoi sa table est réservée pour 30 ce soir à 20h, je ne sais pas trop. Donc là, on aura deux IA qui vont parler ensemble pour bloquer, réserver une table de restaurant. Et ça, je pense que c'est un avenir très, très proche. Clément, je me suis fixé, je me suis dit quand je serai à l'ombre, je vais poser ma dernière question. Pour pas faire trop lent non plus, est-ce que tu as des conseils pour des TPE, PME qui souhaitent exister dans les résultats de la recherche sur l'IA? C'est revenir un petit peu à tout ce qu'on s'est dit au tout début, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même les critères les plus importants, mais c'est la méta-title de votre page, la méta-description, les snippets, la fraîcheur de votre contenu, l'autorité, etc., qui sont importants. Donc, c'est très important. Moi, je vois trop de sites dont les méta-descriptions ne sont pas optimisées. Là, si vous voulez être optimisé dans les résultats de LLM, je pense même qu'il faut, alors ça c'est un avis personnel, hein, c'est pas du tout vérifié, c'est pas tiré de recherche de chercheurs, de sources de chercheurs. Je pense même qu'il faut sans doute accepter bientôt de donner la réponse à la question de l'utilisateur dans la métadescription. Et là, on sera quasiment certain d'être référencé et en tout cas cité par une IA dans un chatbot. Donc voilà, c'est d'aller au plus simple possible et puis de créer des contenus, comme on a dit, justement, voilà, des hubs de contenu, des guides, des comparateurs ou bien sûr des contenus plus communautaires. Parfait, merci beaucoup Clément. C'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de sujets vraiment qui tombent dans ma tête que j'ai envie de parler, mais on n'a pas parlé de Google Overview. C'est un sujet qui est hyper important. En gros, Google maintenant intègre dans les résultats IA génératifs, dans les résultats de recherche, tout en haut. Et ils ont fait une étude aux États-Unis, parce que ça a été lancé aux États-Unis avant. Et donc, sur 6000 sites, ils ont remarqué qu'ils ont eu une augmentation de 2% de trafic. C'est pas grand-chose, mais c'est une augmentation depuis Google Overview. Alors, il était censé tuer le trafic. Et ce qui est intéressant, on n'a pas parlé de taux de conversion aussi, mais il y a des études qui démontrent que les internautes qui proviennent d'un ChatGPT, par exemple, ils font une recherche, vous êtes cité, ils cliquent sur votre lien, ils arrivent sur votre site. Les taux de conversion sont assez similaires à votre trafic organique, donc du SEO, purement SEO. On est à peu près pareil, on est légèrement en dessous, mais c'est à peu près pareil. Il y a juste deux domaines, je crois, où les taux de conversion sont supérieurs, c'est la santé et un autre dont j'ai oublié. On va passer aux questions, si vous avez des questions à Clément. J'aimerais juste vous dire, parce que quand même ça touche directement là, ce sujet à notre métier à l'agence, que nous, on accompagne nos clients depuis le début sur l'optimisation de leur visibilité sur le web. Maintenant, l'IA, c'est le web. En revanche, on n'a pas une offre claire à nos clients. On n'a pas une offre chiffrée qu'on vend à nos clients. Pour une simple raison, c'est une phase qui n'est pas claire. Il y a beaucoup d'instabilité, et des incertitudes dans le sujet. Donc, personnellement, je ne vais pas vendre quelque chose que je n'ai pas sûr à 100%.
Maintenant, on a quelques clients en phase de tests et laboratoire et je suis ravi de partager les résultats avec vous. Vous pouvez ce soir tester vraiment. J'ai appuyé sur le bouton. Merci. De tester ce soir et me faire un retour, ça me fait vraiment un plaisir. Premier exemple, notre site, le site de l'agence. Donc, lorsqu'on cherche une agence partenaire Google sur Annecy, on pose la question à ChatGPT, liste-moi une dizaine d'agences certifiées par Google à Annecy. Notre site arrive à sortir soit le premier, soit dans les premiers résultats. Et on l'a testé sur plusieurs IA, comme tu dis tout à l'heure. On est très, très fiers et contents du résultat. On a un client qui propose du packcraft. Donc, vous voyez le petit bateau gonflable qu'on le porte dans un sac à dos et on va dans une rivière. Et on a fait aussi des optimisations là-dessus et on est très, très satisfait des résultats. Aujourd'hui, vous tapez « Je veux un guide de packcraft à Annecy en Haute-Savoie, Gorge de Fier, Gorge de Verdon », il sera en premier. Donc là, on est vraiment très, très satisfait du résultat. Troisième exemple, c'est un comparateur de matelas qui s'appelle Slips. Ce n'est pas un client de la région, il est sur Paris et son site fait comparateur de matelas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le produit le plus demandé à comparer avant d'acheter dans l'e-commerce. Bah oui, on passe 30% de notre temps dans le lit. Et en fait, on lui pose la question à ChatGPT, je veux mon meilleur matelas, voilà, propose-moi un site de comparateur, voilà. Il sort dans les premiers résultats aussi devant les fabricants. C'est un site qui fait que la comparaison. Alors, tous les fabricants font aussi un comparateur et pareil, on est vraiment très fiers de ces résultats. Mais tout ça, encore une fois, c'est en phase de test. J'espère très prochainement, ce sera une offre proposée par l'agence pour ses clients. On passe aux questions-réponses. Allez. C'est pas une question forcément très intéressante. Je réagis juste à ce que tu viens de dire. Quel est l'intérêt d'un site comparateur puisqu'on peut demander la comparaison à ChatGPT? Alors, attends, je vais faire ça. Parce que là, ça c'est YouTube, ça c'est vous. Simplement parce que il va te donner une réponse directement. Si tu veux acheter le matelas, ça suffit. ChatGPT suffit largement. En revanche, si tu veux vraiment voir, comparer, lire les avis toi-même, il y en a encore beaucoup de gens qui descendent même en boutique pour voir et toucher le matelas. Hein. Donc, si tu veux aller encore plus loin sans aller à la boutique, tu as besoin d'aller sur un site web quand même. Mais je pense que, pour répondre à votre question, je pense que les comparateurs sont voués à disparaître. Certains, parce que l'IA peut comparer, on peut lui donner plein de critères. Hein. Par exemple, moi, j'aime bien m'allonger comme ça, je préfère les trucs, les matelas de ce type, voilà comment est constituée ma famille, voilà le poids que je fais, la grandeur que je fais, etc. Compare 10 solutions, il peut aussi très très bien le faire. Et si je lui demande d'intégrer des filtres que je pourrais faire sur un comparateur, par exemple le nombre d'avis positifs, etc., bah, l'IA, je pourrais aussi lui dire prends que des sites 5 étoiles, qui ont au minimum 1000 avis clients, etc. Mais encore une fois, dans les usages, pour l'instant, on est encore loin de que ce soit une grande majorité. On est peut-être 1% des internautes à utiliser ChatGPT de cette manière-là. Question. Henri. Alors, moi, je voulais revenir à tout début de ta conf. Tu parlais de l'autorité sur ChatGPT. Pour toi, l'autorité, elle s'illustre avec le PR de Bing ou le nombre de citations, vraiment citations et pas basé sur le lien? Vas-y, tu peux répéter ce mot, excuse-moi. Alors, est-ce que l'autorité, elle est calculée genre avec le PageRank de Bing ou au nombre de citations de la... Alors, pour les LM, c'est le nombre de citations. Okay. C'est le nombre de citations qui est le plus important. Donc, tu vas pouvoir continuer à te faire plaisir, à faire des backlinks à droite, à gauche, etc. Ou en tout cas, c'est sur le nombre de citations, c'est certain. Okay. Alors, Henri est un expert en SEO, un concurrent très sympathique. Merci d'être là. Et sa question, c'est sur la notoriété des sites web, que c'est un critère très important pour Google et pour l'IA. Et donc, sa question, c'était sur quels critères on mesure la notoriété. Merci pour toutes ces infos hyper précieuses. Moi, j'ai une petite question. Quel est l'impact du référencement d'un site sur ChatGPT dont le contenu a été créé par ChatGPT?
Ouais, alors ça c'est rigolo aussi parce qu'au tout début de l'émergence de ChatGPT, donc en novembre 2022, de nombreux influenceurs, marketeurs, communicants indiquaient qu'il ne fallait surtout pas produire son contenu avec l'IA parce que les géants du web comme Google allaient l'identifier et allaient nous pénaliser si le contenu a été créé par l'IA. Et ça, c'était vraiment une croyance. Parce que dès le départ, ça très rapidement, Google a été complètement transparent là-dessus. Ils ont dit, nous, que ce soit un contenu créé par l'IA ou un contenu créé par l'humain, on s'en fout complètement. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde le temps passé sur ta page, on regarde le taux de clic, on regarde s'il y a beaucoup de gens qui y vont, etc. Bref, le comportement des internautes sur ta page et non pas son contenu tel quel. Donc du coup, en fait, on a le droit de créer du contenu par ChatGPT qui est optimisé pour le SEO. Par contre, attention, ce que je veux dire par là, c'est que pour créer un contenu optimisé pour le SEO, il faut faire plusieurs étapes. Il y a une première étape de recherche de mots-clés. Après, on crée un plan d'action. Après, on commence à rédiger. Après, on va faire attention à la densité de mots-clés. Puis après, on va mettre des mots-clés aux endroits stratégiques, dans l'URL, dans le premier titre, etc. Ça, l'IA, il faut qu'elle fasse les mêmes étapes que vous. En fait. Elle peut le faire beaucoup plus rapidement. Elle va même le faire beaucoup plus rapidement. Et là, votre instruction, ça ne doit pas être écris-moi un article de blog optimisé sur ce sujet-là. C'est je veux faire un article de blog optimisé sur ce sujet-là, on va suivre ces étapes ensemble, suivez également, et à la fin, je veux avoir un article au top du top. Et puis enfin, les IA, elles ont leur propre style d'écriture quand même. Elles emploient toujours les mêmes mots, elles font les mêmes fautes d'orthographe et de grammaire. Par exemple, elles mettent tous deux points, mettent une majuscule après deux points. Donc, quand on voit des mémoires de stage, par exemple, arriver quand on est à l'université et qu'on voit qu'il y a ces petits signaux-là, on se dit, ah ouais, sympa, ça, GPT. Mais en fait, si jamais on lui donne des contraintes à l'IA, si on lui dit, regarde, ça c'est comme j'écrivais avant toi et écris comme moi, l'IA va écrire comme vous sans aucun problème. Elle peut reproduire votre style sans aucun souci. Pour revenir sur le truc des étudiants, par exemple, leur mémoire, les étudiants qui sont intelligents, ils vont dire, moi, pour écrire mon mémoire, j'ai le droit à 7% de fautes d'orthographe, 5% de plagiat, etc. Ils vont faire leur mémoire avec ChatGPT, sauf qu'ils vont lui dire, inclus dans le mémoire, 3,5% de fautes d'orthographe, 7,2% de plagiat, etc. pour être juste en dessous des radars. Et comme ça, ils ne seront jamais détectés par les outils de plagiat ou les outils de détection de contenu IA. Donc en tout cas, vous avez le droit de rédiger du contenu avec l'IA aussi en SEO, et c'est même Google qui le dit donc, depuis le départ. Donc merci Clément, mais je précise également, effectivement, ça, il n'y a aucun problème, on le fait ici à l'agence et on a des super résultats. En revanche, c'est comme Clément, ce qu'il a dit, c'est exactement et parfaitement vrai. Il faut refaire les étapes du SEO. Pour vous donner un exemple, Cassie pourra être plus précise que moi, mais avant l'utilisation, sans utilisation de l'IA, un bon article prenait entre 1 ou 2 journées. Rédiger, optimisation, recherche en amont et intégration. Aujourd'hui, on fait en 35% du temps qu'avant. C'est quand même beaucoup, hein. Malgré l'IA. Et ce qui est très très important aussi, c'est l'intégration, c'est les optimisations pendant l'intégration, parce que ChatGPT fait jusqu'à aujourd'hui juste la partie rédactionnelle. Après, il faut l'intégrer, il faut faire des optimisations sur le site. Alors ça, bientôt, les agents d'IA le feront pour vous. Donc on ne sera plus à 35%, on sera à 70% de gain de temps. Du coup, sur son site, est-ce qu'on a intérêt à plutôt créer des blogs ou alors à animer une communauté au travers d'un forum? Quitte à passer des ressources humaines pour gérer le site, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il faut mieux avoir un blog ou un forum, c'est ça la question? C'est ça. Il faut sans doute avoir les deux, malheureusement. C'est toujours la réponse, ça. Hein. Mais si jamais je vais choisir, alors ça dépendrait de votre marché, etc. Il faudrait que je vous pose quelques petites questions. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus simple d'alimenter un blog qu'un forum. Le forum, déjà d'une, il faut avoir des utilisateurs. Donc, il y a un gros travail pour que le forum devienne une référence sur le sujet. Il faut faire de la modération, parce que les gens ils peuvent aussi dire n'importe quoi quand même. Donc, même si l'IA peut faire de la modération, en tout cas, on peut créer des agents qui modèrent ou des systèmes d'automatisation qui modèrent. Mais si je devais faire un choix pour une petite PME, j'irais plutôt sur le blog. C'est plus simple, c'est plus rapide et c'est doublement efficace pour le SEO traditionnel et on l'a vu pour le SEO dans les moteurs de recherche, dans les IA. Moi, je ferai un blog et j'ouvrerai les commentaires. Comme ça, tu gagnes un peu sur les deux côtés. Par contre, côté contrôle, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est obligé. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de blogs en France où on bloque les commentaires. Enfin, les commentaires sont interdits, fermés dès le départ. C'est un peu dommage parce que du coup, ça enlève ce côté communautaire et contenu créé par l'internaute. Voilà, puis après, je pense qu'on les a beaucoup bloqués aussi parce qu'on avait beaucoup de commentaires soit inutiles, soit de robots qui venaient justement mettre des pings dans les commentaires pour faire des liens externes sur leurs propres articles. C'est pour ça que beaucoup de gens les ont coupés, mais une bonne idée,
un juste milieu entre les deux, ce serait ça, blog plus espace de commentaires. Moi, j'ai juste une petite question quand vous parlez. Pardon, pour YouTube. Quand vous parlez de fraîcheur des informations sur les pages, est-ce que vous pouvez nous donner une temporalité sur cette fraîcheur? Parce que du coup, c'est quoi? C'est en semaine? C'est en mois? Ouais, bah, en fait, ça c'est très difficile de répondre, ça dépend du sujet. En fonction du sujet, bah, on n'a pas la même fraîcheur. Sur des contenus de niche où personne ne s'exprime, bon, bah, là, la fraîcheur, elle est quand même moins importante et ça peut être quelques semaines, quelques mois, etc. Sur des contenus très, très, très commentés, bah, là, c'est plutôt quelques heures, quelques jours. Donc, ça, c'est la première réponse. Donc, voilà. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces grands LLM, ils passent une fois par an à peu près, ou une fois tous les 2 ans, par des phases où ils vont réapprendre plein de choses qu'ils ont appris sur le web. Ils se mettent à jour, en fait, tout simplement. Ils se mettent à jour, donc ils viennent alimenter la phase d'apprentissage. Et donc, du coup, bah, ce qui est important, c'est que tous ces contenus frais qui sont frais actuellement, peut-être que dans un mois ou dans 6 mois, et bah, ils vont être intégrés dans la base de connaissances d'un LLM parce qu'il y aura une mise à jour de ces connaissances. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus vraiment besoin de cette critère de fraîcheur puisqu'il sera directement dans sa mémoire et qui pourra leur sortir si la requête de l'utilisateur est pertinente. Donc voilà, c'est pas vraiment une bonne, difficile en tout cas comme question. Moi, j'aimerais bien répondre, mais c'est vraiment un avis, tu le prends comme un avis d'expert du SEO. Tiens, 20, 40, 40. 20% du contenu qui dure très très longtemps, plusieurs années. Et ça, dans n'importe quel sujet, il y a toujours en fait la base théorique qui reste et ça dure et ça reste toujours. En fait, c'est pas une actualité. 40%, deuxième type de contenu qui dure mais pas longtemps, donc 1 an à 2. Et ce type de contenu, on produit du contenu à la hauteur de 40% de notre production totale et 40% pour de l'actualité, donc des sujets très tendances qui vont durer moins d'1 an. Voilà, on a remarqué que ça marche bien. Et voilà, d'inclure des dates dans tes titres d'articles de blog, par exemple, c'est une très bonne idée parce que ça permet justement de faire la mise à jour de titres de temps en temps et de contenu. Mais top de je ne sais pas trop quoi en 2025, par exemple, c'est une bonne idée. Petite question, depuis 48 heures, j'ai téléchargé l'extension de ChatGPT sur Chrome. Donc en fait, maintenant, ça me couvre complètement Chrome et ça fait des réponses beaucoup plus personnalisées, on va dire. Je me pose la question de la monétisation de tout ça. À quel moment la monétisation va rentrer en ligne de compte? Parce que là, à part, effectivement, pour ceux qui le souhaitent, payer 29 € par mois pour avoir un ChatGPT un petit peu plus puissant, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Est-ce qu'à un moment, on a un risque quand même de revoir toutes ces agences publicitaires reprendre le dessus et imposer leur modèle? Ou est-ce que ça veut dire que c'est la mort d'une part de la là, c'est communication? vraiment, effectivement, là, c'est un marché qui est un peu en attente par rapport à ça. Alors, je sais qu'il y a des choses qui ont été contrées, par exemple, les grands médias maintenant, vu qu'ils se sont fait voler leur contenu par les grands LLM, ils disent stop maintenant, mais par contre, ils les rémunèrent. Donc, en gros, ils disent ok, ChatGPT, il n'y a pas de souci, comme New York Times avec ChatGPT, il y a ou alors Le Monde avec aussi ChatGPT, je crois. On signe des partenariats à hauteur de millions et millions d'euros pour dire pas de problème, tiens, voilà tous nos contenus, tu peux lui entraîner ton LLM avec, etc. Donc, ils vont pouvoir regagner un peu d'argent comme ça. Et d'ailleurs, c'est quand même plutôt cohérent, parce que sinon, c'est un peu du vol de contenu. Et puis après, moi, j'ai toujours confiance de toute façon à Google et à toutes ces grandes régies publicitaires. Elles vont réussir à retomber sur leurs pattes et elles vont réussir à monétiser tout ça. Je ne sais pas encore trop comment elles vont le faire, mais oui, il y aura de la publicité dans les réponses des IA. Je n'arrive pas à trop voir comment ça va se modéliser, se présenter, etc. Mais je suis sûr qu'eux le savent déjà et qu'ils sont déjà sur l'étape d'après. Il semblerait que le numéro 1 de l'IA soit ChatGPT, mais Mistral, les autres, comment on se positionne par rapport à cela, lequel on prend? Ouais. Alors déjà, il y a un grand bouleversement qui est arrivé il y a à peu près 2-3 semaines maintenant. C'est Google qui l'a fait. C'est que Google a intégré Gemini dans toute la suite des outils Google Workspace. Donc, pour ceux qui utilisent Google comme outil, Gmail, Google Doc, Google Drive, Google Calendar, etc., intéressez-vous à Gemini et allez souscrire à Gemini Advanced dans Google Workspace. Parce qu'en fait, là, Gemini est complètement intégré dans toute votre suite bureautique. Dans vos emails, vous avez un petit bouton qui vous permet de répondre à l'email avec de l'IA en quelques secondes. Dans les documents, vous pouvez réfléchir avec l'IA et intégrer des réponses directement dans votre document ou demander de reformuler votre document dans son intégralité ou même d'analyser des datas d'un fichier Excel combiné à un autre document PDF dans votre
dans votre Drive, etc. Donc déjà, Gemini, pour ceux qui sont fans des outils Google, un peu comme moi j'aime beaucoup l'environnement Google, intéressez-vous grandement à Gemini, vous verrez que vous allez partir de ChatGPT. Gemini est incroyable dans cette manière d'être là à intégrer. Ensuite, après, pour ceux qui sont plus maqués avec Microsoft, donc l'Office 360, 365, Outlook, etc., on a tendance à croire qu'il y aura une connexion un peu similaire. Alors, il y a Copilot, mais tous mes clients qui prennent Copilot arrêtent le mois d'après parce qu'ils ne sont pas contents de la qualité de la réponse. Et surtout, c'est une usine à gaz pour trouver Copilot dans différents endroits de la suite bureautique de Microsoft. Donc, malheureusement, Copilot a un peu loupé le virage. Mais du coup, ils utilisent tous ChatGPT. Et sur ChatGPT, il y aura bientôt ce qu'on appelle des connecteurs. C'est déjà vrai sur le compte à $200. Il y a un compte à $200 sur ChatGPT. Et en fait, on peut connecter sa boîte à Outlook, on peut connecter son OneDrive directement dans ChatGPT. Et donc, du coup, ChatGPT va aller chercher les infos là-dedans, nous répond. Il peut faire des actions sur ces outils pour nous. Voilà. Et puis ensuite, il y a quand même Mistral, effectivement, qui est un peu le champion français, qu'il faut, en plus, qui est un super outil. En gratuité, d'ailleurs, moi, je trouve que la version gratuite d'un LLM, si je devais utiliser un LLM gratuitement, c'est sur Mistral que j'irais. Je trouve que c'est celui qui a le moins de limites, le plus de fonctionnalités natives intéressantes à exploiter avec un compte gratuit. Après, le problème de Mistral, pour l'instant, encore une fois, ou même des autres LLM de type Perplexity, Claude, etc., c'est leur intégration dans notre suite bureautique. Parce que d'avoir des outils à droite, à gauche, de faire des copier, des coller, etc., de la ressaisie parce que rien n'est connecté ensemble, c'est embêtant. Et malheureusement, les géants du web qui ont déjà des suites énormes et qui, eux, peuvent très facilement mettre de l'IA, leur IA un peu partout, vont sans doute prendre un temps d'avance. Mais en tout cas, je dirais que moi, il faut privilégier ChatGPT, Gemini et Mistral, parce que Mistral, c'est quand même un super usage. Et en plus, ça permet aussi d'avoir un peu moins de problèmes liés à la confidentialité de vos données, à la sécurité des données, même si je trouve que ce critère-là est un petit peu souvent un peu de la masturbation intellectuelle, parce que en fait, moi, si vous m'envoyez un document chez moi, il est chez Google et vous n'êtes jamais posé la question de savoir que vos documents ils sont stockés sur Google, alors que c'est le cas parce que vous me l'avez envoyé par mail. Et d'un seul coup, vous avez peur de mettre un document sur Gemini ou sur Copilot ou sur Mistral parce que c'est pas un outil français, RGPD friendly, ou en tout cas avec des serveurs en France. Donc voilà, moi je privilégierais ces trois-là, même si les autres ont leur spécificité et sont sans doute intéressants. Si je devais faire un choix, j'utiliserais Mistral en gratuit et ChatGPT et Gemini en payant. Et ce que je dis souvent aussi, il faudra quand même faire confiance, juste comprendre qu'on utilise tous un ordinateur, soit Mac, soit Windows. Donc, on n'a même pas tous nos documents. Donc, il n'y a même pas besoin de les envoyer. Au moment que ton ordinateur il est branché à Internet, l'entreprise développeur de ton logiciel a un backdoor. À n'importe quel moment, elle peut rentrer dans ton ordinateur. S'ils veulent, après, donc, on l'envoie par mail ou on l'envoie dans Gemini, le document il est déjà disponible. Mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, c'est ChatGPT quand même qui est un petit peu le précurseur à chaque fois. C'est eux qui sortent les nouvelles fonctionnalités et ensuite les autres LLM viennent intégrer cette fonctionnalité également dans leur LLM. Donc si on veut être au goût du jour, ChatGPT est quand même un bon outil, un très bon outil. Et pourquoi, à ton avis? Pourquoi quoi? Pourquoi ChatGPT a toujours quelques pas d'avance? Je ne sais pas. Alors ça, franchement, il faudrait voir avec Sam Altman, leur grand dirigeant, et leur demander. Je pense qu'ils ont sans doute une R&D peut-être à fond. Moi, je trouve que par exemple, la R&D des grands LLM actuellement, ils sont tous en train de se battre pour avoir un modèle encore plus intelligent, qui résonne, etc. Donc on arrive maintenant à des modèles, notamment le dernier modèle qui s'appelle O3 chez ChatGPT, qui a quasiment un QI digne d'Einstein. Donc du coup, il est quand même assez intelligent, en tout cas plus que nous, que moi en tout cas. Et donc du coup, c'est plus ça la bataille en fait. C'est plus d'avoir des modèles ultra intelligents qui résonnent comme des êtres humains, qui ont une base de connaissances immense, etc. Mais c'est sans doute, je pense, la prochaine bataille, c'est l'intégration de ces solutions d'IA dans votre quotidien et que vous utilisiez ces solutions sans même vous en rendre compte de manière très simple, très fluide, sans avoir besoin de créer 15 comptes à droite, à gauche et faire des copier-coller et des imports-exports dans tous les sens. Parfait. Ça fait du bien de parler de tout ça, en tout cas pour moi.